Bonjour Emmanuel, Bonjour Henri. comment allez-vous? Ben moi je vais bien. Dites-moi, vous revenez de Bercy là, il me Oui, semble bien. oui, il y a 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Oui, je reviens de Bercy, j'étais jeudi dernier, oui. Et pour l'opération salade. L'opération salade, oui. Alors, comment ça s'est passé? Comme d'habitude, on était seuls. C'est étrange, hein, on est toujours seul à Bercy. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est que les gens ont peur, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas ce qui se passe, parce que bon, il est clair que les gens ont enfin, nous sommes tous touchés par la fiscalité, par les excès de la fiscalité. Nous sommes très très nombreux à être touchés par les contrôles fiscaux qui sont ravageurs. Mais personne ne vient. Et personne ne vient. Alors, on pourrait penser que ça vient du fait qu'on a peu de crédit, mais pas tellement, parce que quand même notre blog est pas mal lu. On a Oui, on c'est a vrai. quand même C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Alors, je pense pas que les gens aient peur. Je pense que ils n'ont pas conscience. Je pense qu'il y a un tel espoir. Enfin, je pense que les gens sont ceux qui rentrent dans la vie pour travailler, pour être à leur compte, puis c'est eux qui sont surtout touchés. En fait, ce sont des gens qui sont remplis d'espoir, ce sont des gens optimistes. Et donc, ils ont toujours l'idée que ça va s'arranger. Voilà. Je crois que le vrai problème, il est là. Ou alors que eux ne seront pas touchés. Ah oui, alors ceux qui ne sont pas encore Voilà. touchés pensent qu'ils ne seront pas touchés, ou du moins pas au point où nous on l'est. Voilà. Bon. Et puis ceux qui le sont pensent que ça va s'arranger. Je pense que les gens n'arrivent pas... Ça va s'arranger pour eux, Évidemment pour eux, oui, bien sûr, oui, bien sûr. qui vont s'en tirer. Oui, qui vont s'en tirer qu'on va leur rendre justice. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'ils croient... C'est ce qu'on a pensé au début. nous. Oui, Ah, oui. on est Oui, d'accord. oui. Et voilà, ils croient ça, ils disent, ben, quelqu'un va m'écouter. Ils n'ont pas bien compris, et c'est-à-dire que c'est tellement énorme la manière dont ça se passe que, en fait, ils ont du mal à le conceptualiser. Alors, quand on leur dit, ben, il faut quand même venir témoigner de ce qui vous arrive, et puis ils ont peut-être un petit peu Je sais honte pas. quelque part. Enfin, Moi je pense qu'ils ont honte. ils ont honte Ouais. d'être affaiblis comme ça, parce que ça les affaiblit, bien sûr. Et oui, c'est sûr qu'on est affaibli. On a Celui plus un qui sou. ressort d'un contrôle fiscal qui a été complètement aligné au bout de plusieurs années, de toute façon, il est en dehors de la société. Il a tellement honte, ça y est, c'est fini, il est pour lui. Bon, il veut surtout pas qu'on lui rappelle cette mauvaise période. Donc, il a honte. Oui, oui. Moi, je vois que je suis toujours en procédure, retourner dans des dossiers là, Un épuisement. voilà, ça me pèse parce que je voudrais oublier cette période-là. Vous voyez, en fin de compte. Bon, et je pense que ces gens-là, bah, ils ont honte. Alors les autres qui sont en cours, bah, ils ont peur en même temps. Alors comme vous dites, ils disent ouais, je vais m'en tirer. C'est pas moi, la justice va me rendre enfin vraiment justice. Ils vont comprendre tous ces juges, etc., etc. Alors, on va surtout pas faire de vagues. Il y a ça. Et puis les autres, bah, ils n'ont pas été touchés. Donc, moi, je fraude pas parce qu'ils croyaient que les autres fraudaient. Je fraude pas, ils sont marchés pas. Ils sont complètement dans dans ce bourrage de crâne de dire qu'il n'y a que les fraudeurs qui sont touchés. Donc, puis moi, je vais m'en sortir. Voilà, ce sera pour les autres. Alors oui, en fait, en ce qui me concerne, il n'y a pas longtemps que j'ai pris conscience d'une chose que j'ai évoquée dans un dernier billet, c'est-à-dire que je pense que ce qui nous arrive n'est pas le fait de gens méchants, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, et que donc les gentils seraient nous de notre côté, bien sûr, nous c'est ce qu'on Sûr. pense, les méchants seraient du côté opposé. Et en fait, je ne pense pas que c'est ça. Il y a effectivement toujours des méchants et des gentils, mais je pense qu'il y a une organisation sociale qui amène inexorablement à des événements qui sont indépendants de la gentillesse ou de la méchanceté des gens. Alors, je crois que le vrai problème auquel on se heurte, en tout cas c'est le fruit de mes réflexions à ce jour, c'est cette notion de transfert, d'intervention pour le transfert de la misère. C'est-à-dire que, si vous voulez, philosophiquement, notre société dit la misère est inacceptable. On va parfaitement comprendre. Dit donc, nous allons intervenir. Sous-entendu, pour intervenir et pour éradiquer la misère, il nous faut des moyens. Eh bien, nous allons les prendre sur ceux qui en ont, et avec ça, nous allons éradiquer la misère. Alors, ça a deux inconvénients. Le premier, c'est que ça
n'étudie pas pourquoi la misère, c'est-à-dire en fait, il y a des gens pour qui la misère est liée au hasard, de la même manière qu'il y a des gens pour qui la richesse est liée au hasard, mais il y a beaucoup de gens pour qui la misère est liée aussi à la manière dont ils se sont organisés. Alors, lorsqu'on porte assistance à ces gens, on est obligé de prendre à ceux qui ont obtenu. On fait un transfert. Et au moment de ce transfert, on crée une très forte misère. Nous, on nous a mis dans la misère. Alors, comme on a une résistance un peu particulière et tout, ça se voit peut-être pas comme ça, mais on est profondément dans la misère. Profondément. Et cette misère, elle, nous, on la trouve injuste, parce qu'on se dit, mais on ne la mérite pas. Non, on n'a rien fait pour être dans cette misère. Nous, on a l'impression d'avoir mené notre vie comme il faut. Moi, j'ai assumé mes parents, j'ai élevé mes enfants, enfin, j'ai l'impression d'avoir fait ma vie, et puis vous, Emmanuel, pareil. Pourquoi on nous précipite dans la misère? Et on nous explique, non, mais on vous précipite dans la misère. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'on aide les gens, vous devez donner ce que vous avez. Et on a du mal à comprendre ça, et donc, comme on ne comprend pas ça, on va avoir des magistrats qui ont dit on ne veut pas donner parce que vous avez déjà trop pris. Mais les magistrats, eux, ils ne font pas de calcul, ils ne reviennent pas à ça, ils s'en foutent complètement. Eux, ils sont dans cette logique. Non, mais vous, on vous prend à vous, mais la misère qu'on crée chez vous, elle est marginale, c'est pas important. On vous prend à vous, mais c'est pour donner à d'autres. Donc on a qui sont plus nombreux. Qui sont plus nombreux et qui le méritent. Alors vous en avez trop, donc vous ne méritez pas. Si on en a trop pris, excusez-nous, c'est embêtant, mais enfin bon, on ne va pas faire un fromage. Hein. Donc voilà. Donc c'est ça le problème. Ce qui fait que finalement, notre problème, personne ne s'en occupe. En réalité, personne ne s'occupe de nos soucis, puisque c'est dans une logique globale de société. Donc je pense que le problème, il est là. Et on en reparlera beaucoup, parce que je pense que c'est cette légitimité du transfert qui doit être étudiée. C'est-à-dire qu'il faut que l'on commence à réfléchir, à savoir si la misère que l'on crée n'est pas plus importante que celle qu'on soulage. Si la misère que l'on crée n'est pas plus dangereuse pour la société que celle que l'on soulage. Parce qu'on ne peut pas se contenter de soulager la misère en générant une misère plus forte, plus violente et plus dangereuse pour la société que celle que l'on a voulu éliminer. Je crois que le problème, il est là. Oui, mais en fin de compte, on ne soulage pas la misère, même en créant de la souffrance marginale, c'est-à-dire en prenant un peu trop aux gens qui en ont, ça ne soulage pas la misère dite générale. Probablement que ça la soulage en partie. Alors là, on a deux problèmes. On a donc un équilibre à trouver entre la misère soulagée et puis la misère que l'on crée. Provoquée, oui. Et puis le deuxième problème, c'est que dans ce transfert, entre les deux, il y a des petits malins qui évidemment s'engraissent. C'est exactement comme à l'époque, j'ai déjà expliqué ça dans mon billet, c'est exactement comme à l'époque, parce que là on parle de souffrance morale. Il y a eu une époque où les hommes avaient la souffrance physique. La souffrance physique, ils naissaient, et dès qu'ils naissaient, ils étaient malades, malheureux, jusqu'à la fin de leur vie. Et donc on leur avait dit, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, quand vous serez mort, vous irez au paradis. Donc ceux qui leur avaient fabriqué ce paradis étaient exactement comme ceux qui fabriquent aujourd'hui le paradis. Ils s'engraissaient. Alors, ils étaient sincères. Donc l'Inquisition, moi je pense qu'ils étaient sincères. Je pense qu'ils tuaient les autres en disant c'est pour votre bien. Je pense qu'ils étaient sincères, comme ceux qui nous tuent, comme les magistrats qui nous tuent sont sincères. Ils disent, on va y revenir, mais ils sont sincères. Donc, mais au milieu de cette sincérité générale, de cette sincérité de société, vient se glisser, comme d'habitude, des escrocs. Et plus la société est perverse, plus les escrocs fleurissent. Donc au moment où on promettait le paradis aux gens qui souffraient, au lieu de les soigner, puisqu'on ne savait pas le faire, c'était une escroquerie. Donc évidemment, les escrocs s'enrichissaient, mais la société était sincère. Alors aujourd'hui, c'est pareil. Quand on promet d'aider les miséreux avec l'argent de ceux qui sont plus aisés, les gens sont sincères. Mais au milieu de ça, se créent des escrocs qui fait qu'en plus, le transfert d'un côté vers l'autre ne se fait pas vraiment. Voilà. Donc, ça, c'est... Alors, pourquoi on ne peut rien attendre des magistrats? Alors ça, je vais vous donner des preuves absolues. Alors, il y en a deux qui sont tout à fait intéressantes. La première, vous vous rappelez, j'avais fait un billet et on en avait parlé de cette procédure où je vais au tribunal administratif demander si le contrôle fiscal peut être filmé si on veut bien nous accorder le droit de garder la preuve du débat oral et contradictoire. Je fais donc une procédure pour ça, je vais poser la question de manière parfaitement explicite et la magistrate ne répond pas à la question. Donc, déni de justice, mais d'une manière flagrante.
Donc, je fais ce que l'on doit faire dans ces cas-là, je dépose une réclamation, une plainte, si vous voulez, auprès du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que les magistrats sont comptables dans leur vie professionnelle, et chacun de nous peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organisme qui peut donner des sanctions à des magistrats qui ne feraient pas leur travail comme il faut. Rassurez-vous, il n'en donne jamais, mais enfin, il pourrait en donner, il existe. Je saisis du Conseil supérieur de la magistrature, et voilà ce que je réponds. On me répond, alors on me dit non, on ne peut pas intervenir. En effet, chargé des nominations et de la discipline des magistrats de l'ordre judiciaire, le Conseil ne dispose d'aucune compétence s'agissant des magistrats appartenant aux juridictions de l'ordre administratif. C'est-à-dire, chose extraordinaire, le magistrat du tribunal administratif n'est comptable de rien. Alors le magistrat judiciaire doit rendre des comptes, et dans la réalité ça ne se fait pas, mais enfin au moins il doit rendre des comptes, mais le magistrat administratif, rien du tout. Alors il y a... C'est ça la beauté de la chose. Oui, alors il y a quand même l'équivalent du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil d'État, mais cet équivalent, il n'a pas pouvoir de sanction, il ne s'occupe que des carrières, parce que le Conseil de la magistrature s'occupe aussi des avancements, des carrières, etc. Mais il a un pouvoir de sanction. Tandis que l'autre, non, rien. Alors je vais quand même envoyer un dossier, je vous dirai la suite, mais rien du tout. Voilà. Extraordinaire quand même ça, non? Oui, mais ça ne m'étonne pas. Donc ça veut dire que ce tribunal administratif, c'est absolument dément. Il a un rapporteur public qui dépend de personne, qui fait ce qu'il veut, qui ne représente ni l'État, ni vous, ni le tribunal, ni personne, qui raconte ce qu'il veut à l'audience. Et il a des magistrats qui sont totalement inaccessibles à la sanction. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Alors deuxième chose extraordinaire, c'est parce que quand même tous ces magistrats, ce sont nos arbitres. Alors, vous savez, au niveau d'arbitre, vous savez que c'est la Coupe de football, là. Alors, vous avez vu, la France a gagné. Alors, vous avez regardé ce match, là. Ah ben moi, j'ai regardé. La France a gagné, et il y a eu un but, c'est le goal adverse qui s'était lui-même collé, enfin, parce que le truc n'était pas rentré. Mais est arrivée la caméra. Et grâce à la caméra, on a vu que le but y était. Alors, je vous rappelle que les arbitres, pendant des années, ont refusé les caméras. Oui, pas mal, oui. Des années. Les magistrats refusent d'être jugés, les caméras refusent l'objectivité, les magistrats refusent l'enregistrement dans l'audience, refusent d'être filmés, refusent d'être critiqués, ils sont comme les arbitres avant. Bon, et quand même, cette fois, ça a permis que ce but soit homologué. Et il y était, voilà. Donc, dans ce genre... Oui, mais enfin, vous vous souvenez très bien aussi que pendant les gardes à vue, lorsqu'on on a proposé que ça se filmait et tout, ça a été une levée de bouclier. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs, et puis voilà. Alors, j'ai un autre... plus de coups de bottin sur la tête. J'ai aussi une autre chose à dire qui va intéresser tous les internautes. Alors, c'est très très important et ça intéresse tous les internautes. La question qui était posée était la suivante. Est-ce que lorsque, dans un billet que vous faites, vous mettez un lien vers un article ou vers un document précédent, est-ce que ce lien ouvre de nouveau le droit à attaquer l'article que vous mettez dans votre lien? C'est-à-dire qu'un article est fait aujourd'hui, 2 mois après il est prescrit, donc on ne peut plus l'arrêter. 1 an, 2 ans, 3 ans après, vous citez cet article par un lien dans un article à vous, est-ce que ce lien refait partir la prescription, ou est-ce que la prescription elle a été acquise au bout des 2 mois la première fois? La question était intéressante. Ouais. C'est la magistrate, alors moi je l'ai posée, et la magistrate de la 17e chambre à Paris a posé la question. Et donc la Cour de cassation a répondu, nos sages. Et elle a dit, nos très grands sages, ils étaient 10, ils ont répondu. Il faut être aussi nombreux que ça. Alors, ils disent non. Ils disent non, qu'ils ne répondent pas. Voilà. Ils disent ah ouais, la question est reportée, très bien posée. Ben oui, ben non. Ben nous on répond pas parce que ça suppose un examen des circonstances, la nature du bien posé et l'identité de l'auteur. C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous allez mettre un lien sur votre blog, selon qui vous êtes, ça peut faire péter la prescription de là, ou ça peut ne pas la faire péter. Ça va dépendre un peu de... Ça s'appelle à la tête du client, ça. Voilà. Alors ça, c'est pas mal aussi, je trouve ça formidable. Donc c'est partie des choses que nous avons... Bon, enfin voilà. Donc aujourd'hui, c'était pas très gai notre affaire. Hein.
Non, c'est Non, la c'est chaleur vrai. peut-être. Hein. Je sais Ouais. pas, mais on Il fait chaud, on n'a là. pas tellement envie de rire Ouais, ce ouais. matin, hein, malgré Ouais, parce tout. que ça s'arrange pas. Non. Non, non, ça s'arrange pas tout ça. Voilà. Je veux dire, Donc bon voilà. Alors on va passer à. c'est-à-dire notre- que oui, rien ne s'arrange. Non. C'est-à-dire ce qu'on a vécu depuis 20 ans, bah, continue. Oui, ça continue, mais C'est on ça en qui revient est- toujours à ce que je disais précédemment, c'est parce que la société dans son ensemble se croit de bonne foi. Et nous sommes les dégâts collatéraux d'une société qui ne pense pas avoir à se remettre en question parce qu'elle pense que le transfert de richesse doit avoir lieu, d'ailleurs elle le dit carrément, sans prendre conscience que, en fait, il y a un transfert de misère, Ouais. il y a un transfert de souffrance. Et donc, le mot richesse annihile le mot souffrance. Non, mais Et donc, nous souffrons, mais c'est pas grave. non, oui. Parce que avec Oui. ce qu'on nous fait souffrir, ça a permis Non, mais- d'empêcher de souffrir plein de gens. Oui, mais ce qui est complètement grave, c'est que les soi-disant autorités administratives entérinent tout ça. Je veux dire, donc cette injustice, cette souffrance, on sacrifie des bons hommes comme ça, à droite, à gauche, qu'on doit sortir d'un chapeau, je ne sais pas d'où, on les sacrifie pour le bien commun. Oui. On revient au temps des Aztèques, Oui, mais où on va sacrifier, on va arracher le cœur à quelqu'un pour que tout le monde soit content. oui, mais voilà, mais c'est exactement ce qui s'est passé en 1939. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la société se trompe, parce que moi je pense franchement que c'était se trompe. La société se trompe et elle crée un dégât considérable en croyant faire le bien. Et ça a été pareil sous l'Inquisition. Les gens, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à gagner. On n'arrive pas à gagner parce que je suis convaincu que ces magistrats, dont le niveau intellectuel est à la fois élevé et limité, on a les deux, hein, sont tout à fait convaincus de participer à une société juste. Je ne pense pas que ce sont des pervers qui disent on va emmerder Non, non. Dumas, on va emmerder Bolin, non, pas du tout. Donc- C'est des gens qui sont persuadés que le transfert de richesse est normal et qui ne voient pas les dégâts colossaux que ça crée à côté et la misère qu'ils installent, alors que moi j'avais pas vocation, enfin j'ai comme vocation comme tout le monde d'avoir des malheurs, j'en ai eu, hein, j'ai eu ma dose, hein, vous inquiétez pas, hein, mais j'avais pas vocation à ne pas me battre contre ça et on m'enferme dans une misère obligatoire qu'on crée pour moi sans aucun justificatif. Moi, je n'ai jamais volé un centime à l'État, sans aucun justificatif. On m'enferme dans une misère au motif que ce qu'on fait est grand et que, quand même, moi j'habite une maison jolie et que je dois en donner une partie pour embellir les cages à poules dans lesquelles habitent d'autres personnes qui ne s'y trouvent pas bien. Donc Voilà. en fin de compte, ceux qui doivent rendre la justice, bon, évidemment, la justice administrative, c'est pas la vraie justice, quoique elle soit complètement officielle, c'est que la justice administrative crée de l'injustice. C'est une justice qui, au niveau fiscal, qui est au bien niveau. On parle bien au niveau fiscal. Oui, non, non, mais on parle au niveau fiscal. Non, non, on parle niveau pas qu'au niveau fiscal. fiscal. On parle à tous les niveaux. On parle d'une société qui, globalement, alors nous, on est tout à fait à la pointe, on est les fantassins, mais on parle d'une société qui, globalement, crée de la misère, volontairement, au motif que, en échange de C'est pour le ça, bien commun. elle aide des miséreux. Exactement comme l'Inquisition qui tuait les gens au motif que ça permettait d'aller au paradis. Là, on nous dit, vous inquiétez pas, nous on est là, nous les socialistes. Ouais, les moi, c'était socialistes- avant, c'était non, mais- pareil. non, les socialistes. Oui, c'est les l'état socialistes d'esprit. de droite ou de gauche, Oui, parce c'est- que M. Fillon est un socialiste exactement comme M. Oui, Valls, oui, l'état etc. d'esprit. Donc nos hommes d'État, qui sont tous des socialistes, quel que soit leur bord, puisqu'il n'y a pas de libéraux, disent on a le devoir d'éradiquer la misère que nous voyons au prix d'une misère que nous créons et que nous faisons semblant de ne pas voir. Voilà. Mais à tous les niveaux. C'est pas uniquement financier et fiscal, c'est à tous les niveaux. C'est sur la route, c'est dans la culture, c'est partout. Cette théorie est partout, partout, partout. Elle est tellement partout qu'elle occulte le fait que c'est elle, parce qu'elle prend tout l'écran, tout l'espace. Voilà le vrai problème. Bon, Bon, hein. bon, c'était pas drôle, hein, mais enfin voilà, Non. il fallait qu'on le dise puisqu'on avait envie de le dire. Hein, voilà. Alors, on va vous parler un petit peu des livres C'est qu'on la a lus. rubrique Ouais, littérature. Oui, là. ouais, sans prétention, toujours pareil. Hein, on a lu. Alors, on vous garantit pas qu'on a compris. Hein. Est-ce que vous avez lu? Parce que moi, en ce moment, je suis Oui. plutôt dans la période roman policier. Bon, il Bon, faut alors. les amener. Il y en a des bons. Ah, hein. bien sûr qu'il y en a Eh des ben, quand vous excellents. tombez sur un bon, il faut l'amener. Excellent. Alors, moi, j'ai lu des choses, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai lu, donc je vais vous dire que je l'ai lu. Hein.
Alors j'ai lu ça. Ça s'appelle L'envie, histoire du mal. Alors là, ça c'est un auteur qui est écrit dans les années 60, donc c'est un monsieur qui est décédé, et qui écrit un livre sur l'envie. Mais c'est pas l'envie d'avoir une voiture ou l'envie d'avoir quelque chose, c'est l'envie que nous, alors c'est un Allemand je crois, Helmut Schock. Oui, normalement c'est un Allemand. C'est l'envie que nous appelons la jalousie, c'est-à-dire c'est cette émotion qui vous fait détester ce qu'a le voisin au point de ne pas souhaiter l'avoir pour vous, mais souhaiter simplement que lui ne l'ait plus. Alors ça c'est terrible, et ça c'est très très intéressant ce livre. Je ne vous raconte pas parce que vous le lirez, il faut acheter ce livre, c'est très très bien, c'est un très beau livre. Et puis après j'ai lu, alors ça c'est absolument extraordinaire aussi, Ludwig von Mises. Alors Mises ou Mises, je ne sais pas comment on dit exactement. Ludwig von Mises. Oui, alors c'est un homme extrêmement connu, c'est un prix Nobel, etc. Enfin c'est quelqu'un que tous les économistes connaissent, mais moi je n'étais pas censé le connaître au départ. Donc c'est un homme de très grande qualité. Progrès quand même. Il écrit ça, Henri. Oui, je fais des progrès. Ça, c'est des progrès dans vos lectures. Alors, dans vos lectures. Oui, avant je lisais Bibi Fricotin. Voilà, et Tintin. J'aime toujours ce qui Tintin. était plus drôle. Alors, donc cet homme écrit ce livre, alors c'est ça qui est extraordinaire, en 1927. Et c'est là qu'il faut lire ça, parce que c'est là, 1927, c'est un peu la fin du libéralisme, c'est-à-dire le libéralisme qui a apporté tant de richesses à l'économie. C'est avant le crack. C'est juste avant le crack. Voilà, et le libéralisme, c'est le 19e siècle en fait. C'est les années 1800. Ensuite, on tombe vers le socialisme, dont nous sommes aujourd'hui complètement, dans lequel nous sommes immergés, et nous aurions besoin aujourd'hui d'un libéralisme non pas matériel économique, mais d'un libéralisme philosophique et politique. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de plus de liberté, de moins de prétention, et d'aider les gens à assumer leur vie plutôt que de les assister. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ça qui est écrit là-dedans. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Bon, ben voilà, l'heure tournant, etc. Voilà. À bientôt. On va pas déborder. Dans l'été, là, on va peut-être pas se voir plus trop souvent parce que moi, j'ai beaucoup de déplacements à faire. Et, mais vous avez une vie très active, oui, j'ai une vie trépidante. J'essaie de ne pas mourir et je crois que je ne vais pas y arriver. Enfin bon, on va essayer quand même. À bientôt. On vous dit à bientôt.